la société. Est-ce que l'ampleur, pour moi, ça a été la célébration des 50 ans par les Chiliens de la fête de l'unité populaire en septembre dernier. Tous les ans, ils font quelque chose, et à Sèche-Formanois, devant le mural, la place murale qu'il y a à Sèche-Formanois, certains ont été amenés à témoigner, à se souvenir de ces 50 années. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça, mais il y a eu des gens qui ont littéralement craqué. Ils ont craqué, et non pas qu'ils étaient dans le déni de leur exil, le déni de plein de choses, mais en particulier une femme qui avait 14 ans quand elle est arrivée ici, et qui en a donc 64 maintenant. D'un seul coup, je ne sais pas, ça a provoqué une révision de sa vie complète, et elle a littéralement craqué en évoquant ces années où elle est arrivée ici, où elle était jeune, c'était bien, c'était plus tranquille, elle est allée à l'école, et puis tout d'un coup, à 60 ans, elle découvre que c'est pas si simple de digérer tout ce qui s'est passé pour elle et pour toute sa famille. Donc c'était pour moi un exemple d'insister sur ce sujet quand je les ai. C'est un thème qui est extrêmement large aussi, on va le voir. J'ai choisi 3 films, 3 pays, mais en réalité, on le sait, ça touche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça touche l'état du pays. Et le sujet, c'est pas simplement la mémoire historique, comme on la voit beaucoup dans le film de l'Ignacio Allende, mais c'est aussi la mémoire du point de vue des victimes qui se engagés ou collatérales, c'est-à-dire ceux qui sont morts et des familles survivantes. Donc, Franck Audichon, qui peut être avec nous ce soir, a fait une vidéo où il présente de son point de vue ce que va inspirer ce thème sur le Chili. Donc, on va commencer, on va envoyer la vidéo de Franck. Vraiment essayer de l'intervention ou quelques-uns des éléments que je vous ai remercier les organisateurs du festival, c'est pas du cinéma, et en particulier Françoise Escarpit pour cette séance consacrée aux Amériques latines, à la question de la mémoire du pays, ici, du Chili, et à cette relation passé-présent qui reste marquée par les héritages de dictature, par les transitions démocratiques souvent inachevées, mais aussi par un présent qui est sous dynamique de conflit, de lutte sociale et politique, et marqué là aussi par un retour des spectres de Pinochet dans le Chilien, de l'autoritarisme au niveau de toute l'Amérique latine, des extrêmes droites. Alors, penser le Chili actuel, évidemment, c'est penser le Chili à 50 ans, au départ du septembre 1973. Donc, si la question qui est posée, c'est celle d'affronter le passé pour construire l'avenir, il faut là essayer de réfléchir non seulement sur la mémoire et ses héritages, la mémoire était celle de l'aliénité, la mémoire chienne du socialisme, la mémoire de la dictature, de la répression, mais aussi de la transformation radicale qui a signifié la dictature chilienne, c'est-à-dire la transformation néolibérale, mais aussi institutionnelle et constitutionnelle. D'autre part, la question de la vérité sur ce qui s'est passé au Chili dans ces années noires de la dictature civile et militaire. Comment est-elle
restitué au moment de la transition, comme a été aujourd'hui assumé par les nouvelles générations, notamment celles qui sont dans la rue depuis 2019, bien avant, en réalité. La question de la justice transitionnelle, qui signifie sortir de régime autoritaire et reconstruire des espaces démocratiques, mais aussi la justice aujourd'hui, où en est-on en termes d'impunité, de procès, mais aussi quelles sont les conditions des droits de l'humain et de la répression dans le Chili actuel. Le gouvernement de Gabriel Boric, gauche, centre-gauche, qui a été élu en 2021, du jeune président Gabriel Boric, au moment de la commémoration des 50 ans du coup d'État, a mis en place un programme gouvernemental pour participer à la commémoration, à la réalisation d'activités culturelles, artistiques, tableaux, accompagner ce moment mémoriel national. Et ce programme était nommé Democracia es memoria y futuro. Donc la démocratie, c'est la mémoire et le futur. À l'aune de cette perspective, je vais essayer, moi, de revisiter ces éléments, mémoire, vérité, justice, démocratie, Chili d'hier et d'aujourd'hui, dans une perspective critique, y compris critique de la réalité actuelle du Chili de 2023-2024. Alors, je vais faire ça de manière synthétique, au dizaines de minutes, et je vous remercie encore de votre attention et je m'excuse à nouveau de pouvoir être parmi vous. Peut-être le premier point qu'il faut développer, c'est indispensable, évidemment, c'est penser le Chili actuel, ses droits sociaux et politiques, penser la démocratisation du Chili des années 2020. C'est obligatoirement penser les héritages, l'impact de la dictature, du coup d'État, l'écrasement de l'expérience de la recherche du socialisme, qui a été menée par Salvador Allende, mais aussi une grande expérience révolutionnaire qui a marqué cette époque. Et premier point, c'est rappeler l'ampleur de la répression de la dictature. La dictature donc, de 73 à 89, qui, selon les chiffres des commissions vérité et réconciliation, selon les chiffres officiels, les chiffres de l'État chilien, ce sont plus de 43 000, 45 000 victimes. Une majeure partie d'entre elles ont vécu la prison politique et la torture. Et ce sont aussi plus de 3 200 personnes assassinées politiques ou disparues, et dont le corps n'a pas été retrouvé. Aujourd'hui, 500 personnes restent détenues disparues. C'est aussi l'ampleur de l'exil politique. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir le pays ou ont été expulsées du pays. Et à Bordeaux, comme dans le reste de la France, on sait à quel point ces exilés sont aussi arrivés sur le sol national hexagonal, ce qui explique d'ailleurs en partie la grande vitalité des associations chiliennes et latino-américaines sur le sol français. Je sais qu'il y en a plusieurs à Bordeaux. Et les exilés politiques ont continué à être actifs dans la solidarité internationale, dans la dénonciation des crimes de dictature, et qui sont toujours actifs, très souvent aujourd'hui, dans la solidarité avec les mouvements sociaux chiliens comme latino-américains. La transition, la répression de la dictature, c'est aussi une transformation radicale du Chili. C'est le fameux tournant des Chicago Boys de 1975, cette période de répression intense. C'est vraiment un nouveau Chili qui naît, une révolution capitaliste, une contre-révolution, comme le disent d'autres auteurs, qui a profondément altéré les conditions mêmes de l'existence chilienne, des relations de la société avec l'État, la politique, les relations entre les individus. C'est la naissance du Chili néolibéral qui, sous de nombreux aspects, pas tous, mais sous de nombreux aspects, perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi la capacité des militaires et des civils à la tête de la dictature d'institutionnaliser le régime autoritaire avec la
Constitution de 1980, vraiment guidée par l'intellectuel universitaire constitutionnaliste Raymond Kutzmann. Une constitution donc implantée en dictature et qui va perdurer au-delà des frontières chronologiques de la dictature jusqu'à nos jours, avec des réformes importantes, et dont le cœur continue à dicter une partie du régime politique de la forme de l'État du Chili actuel. Et donc c'est ça aussi, penser la relation pour passé-présent du Chili actuel, c'est rappeler les conditions de la transition démocratique. Transition qui est pactée, qui est négociée entre les civils et les militaires, entre l'opposition modérée à la junte et les partis au service de la dictature, mais aussi avec Pinochet lui-même. Et donc là, il faut bien comprendre à quel point la négociation avec ces années 87-90, la transition telle qu'elle s'est faite selon les règles pinochetisme. Ce qui explique que Pinochet est resté chef de corps d'armée en 1998, il a été ensuite sénateur à vie, qui a pu bénéficier d'une immense impunité et des votes tranquillement de son vie en 2006. Ça explique aussi que la loi d'amnistie 1979 a été reconnue par les tribunaux chiliens juste dans les années 2000, qu'il a vraiment fallu attendre 1994, le premier procès contre Manuel Contreras, et surtout les années 2000 pour qu'il s'ouvre véritablement de procès, mais pas du fait des institutions judiciaires chiliennes, essentiellement du fait de l'immense pression qui a été menée avec courage, détermination par les familles de détenus disparus. Aujourd'hui, il y a encore presque 1000 procès en cours, mais 50 ans de coup d'État, plusieurs des responsables de la répression sont morts. Les civils ont été largement laissés tranquilles durant toutes ces années, et même quand il y a des procès, très souvent, ça aboutit à des sentences tout à fait légères. Les personnes emprisonnées ne sont dans des immenses centres pénitentiaires spécifiques qui ressemblent plus à des colonies de vacances qu'à des prisons de haute sécurité. On a pris des mesures de demi-prescription qui sont d'ailleurs dénoncées au plan international. Et donc, on fait que les peines sont tout à fait irrisoires, y compris par rapport à des pays voisins comme l'Argentine, où il y a eu beaucoup plus d'avancées en termes de reconnaissance de la répression et en termes de justice. Ce qu'il y a eu au Chili, ce sont des commissions de vérité et réconciliation, de vérité partielle, et de réparation parfois monétaire pour certaines victimes, mais sans que la justice n'avance véritablement. Et cette impunité qui est toujours importante dans le Chili actuel, évidemment, elle participe des fractures du Chili actuel, des blessures d'une démocratie dont la Constitution reste celle de Pinochet, dont le Code du travail et le Code de l'eau reste celle de la dictature, dont le modèle néolibéral hérité est toujours roi dans la société actuelle. Les gouvernements civils démocratiquement élus à partir de 1990 vont certes corriger une partie du modèle néolibéral pour faire baisser la pauvreté. Il va y avoir une forte croissance économique, un développement économique, mais au prix très souvent du saccage de l'environnement, un modèle exportateur basé sur l'extraction du bois, du cuivre, du saumon, sur l'expoliation des terres autochtones, notamment dans ce pays, et sur une sorte de démocratie des consensus qui voulait faire croire que les immenses inégalités du modèle pouvaient survivre à cette démocratisation partielle. Qu'est-ce qu'on voit depuis les années 2006-2007? C'est la réactivation d'une grande lutte sociale. Tout d'abord, de manière fragmentée et importante, la jeunesse étudiante 2006-2011, le syndicalisme, notamment portuaire ou autour des professeurs, de la santé, du secteur du cuivre, une revitalisation syndicale, les luttes des retraités contre les fonds de pension, la privatisation du système des retraites, l'héritier de la dictature. On voit aussi le peuple mapuche qui continue à revendiquer ses droits, son autonomie
et des millions d'hectares qui ont été volés, aussi bien par le modèle néolibéral que évidemment par l'héritage colonial. Et tout ceci a débouché sur l'explosion sociale d'octobre 2019, qui nous faisait dire que Chile respecto, le Chili s'est réveillé. Évidemment, si on regarde depuis aujourd'hui, on voit à quel point c'est compliqué, c'est contradictoire, cette actualité chilienne. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a encore deux spectres hantent le Chili actuel. Je vous renvoie à un dossier du monde diplomatique manière de voir qui s'appelle la bataille du Chili, dans lequel on a essayé à plusieurs de reprendre des articles liés aux dernières années, aussi de lire l'actualité du moment. Car l'explosion d'octobre 2019, cette grande fissure du modèle néolibéral, c'est ce surgissement parental d'un peuple réveillé, si on peut dire c'est comme ça, qui a revendiqué une nouvelle constitution avec des demandes sociales très fortes contre le modèle néolibéral, contre la privatisation de la vie, contre la précarisation de la vie, comme le disent les féministes, le mouvement féministe qui a été un des acteurs essentiels de la période à partir de 2006, 2007, 2018, et également au cours de l'expérience sociale de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ça a ouvert la possibilité, cette révolution sociale de 2019, d'un processus constituant, un des plus ouverts, un des plus démocratiques, avec la présence précisément de députés féministes, d'une liste du peuple, issue d'indépendants, une partie qui avait été ceux et celles qui s'étaient manifestés en 2019. Un texte constitutionnel qui a consacré la plurinationalité de l'État, c'est-à-dire la reconnaissance des droits autonomes. Un texte paritaire et féministe qui constitutionnalisait l'avortement libre et gratuit, qui décentralisait l'État et le régionalisait, qui mettait fin à la privatisation généralisée des services publics pour reconnaître des droits à la vie. On aurait pu penser donc que ces héritages autoritaires qu'on a pu noter, cette démocratie des consensus néolibéral, prenait enfin fin, de commencer une nouvelle période pour le Chili démocratique, qui était une période féministe, paritaire, post-néolibérale, inclusive pour les droits des peuples autochtones. Et patatras, comme on sait, ce texte a été rejeté à plus de 62% des voix. C'est un rejet massif. Et aussi, l'autre élément, c'est que si la conjoncture de 2019 a aussi en partie signifié l'élection présidentielle de 2021, du jeune Gabriel Boric, du Front Ample, du Nouvelle Gauche, ce que vous voulez critique du néolibéralisme, on voit aujourd'hui à quel point la situation est complexe. Complexe car, d'une part, l'extrême droite pinochetiste autour de l'Ocas n'a jamais été aussi forte. Elle est arrivée au premier tour des élections présidentielles de 2021. Celle qui était en charge de rédiger l'autre projet constitutionnel, qui vient lui aussi d'être rejeté par les Unions, fort heureusement, parce que celui-ci était souvent réactionnaire. Et on a donc en grande partie une reconsolidation de l'activation d'un imaginaire conservateur réactionnaire autour d'un pinochetisme 2.0 incarné par Antonio Gas. Et on a toute une partie de la société qui est dans une demande de l'ordre, avec un discours très fortement anti-migrant, marqué par la question sécuritaire et le combat contre le cartel de la drogue, un discours conservateur et antiféministe, très souvent teinté d'un catholicisme ou d'un évangélisme réactionnaire. Et il y a là, y compris dans le secteur populaire, vraiment une base sociale pour la reconstitution de l'extrême droite chilienne qui menace y compris de prendre le pouvoir lors des élections présidentielles en 2026-2027. Et de l'autre côté, c'est l'autre spectre, finalement, qui manque à l'époque chilienne, c'est celui de l'unité populaire, de la voie chilienne socialisme, d'Allende, une nouvelle génération qui n'a pas connu la dictature d'une certaine manière réactive, cet imaginaire, une rupture avec
système politique hégémonique, même si ce n'est pas une revendication directe, mais la figure d'un individu qui va circuler, c'est de Miguel Enriquez, qui doit venir cette possibilité qu'un autre Chili soit soumis sur le devant de la scène, Chili en rupture avec l'ordre hégémonique. Donc voilà, sur les structures désirables et les perspectives, on peut souhaiter à ce que le Chili tourne enfin la page des héritages de la dictature, mais aussi ceux du néolibéralisme, de sa violence sociale. Toutes les conditions pour un nouvel explosion sociale, comme on les immeubles restent ici. Le gouvernement Boric n'a pas du tout avancé de son programme de réforme, il est complètement paralysé. Il gouverne d'ailleurs avec les anciens partis de la concertation pour mener la scène politique dans 20 ans de 90-2000. Et on voit à quel point le modèle néolibéral est en crise aussi, au plan environnemental. Les incendies dramatiques, il y a actuellement dans le sud du pays, comme à Niamey, avec des centaines de morts, ce sont aussi le produit de ce modèle néolibéral et les modèles forestiers dévastent l'environnement. Il faut rappeler qu'il y a actuellement des militants approchés qui sont à 3 mois de grève de la faim, protester contre leur emprisonnement, alors que le gouvernement riche a de nouveau militarisé le Sud. Et puis la figure de Sébastien Pignard, qui est décédé récemment d'un accident d'hélicoptère, on voit une sorte de neutralisation de ce qui a été la révolution de 2019 sur Pignard, pour faire émerger une figure républicaine de nouveau consensuelle, alimentée par le gouvernement lui-même. Or, on sait à quel point cette démocratie des consensus est en décalage avec la réalité de la société chilienne. Et donc, les grandes salameras qui annoncé à l'année 1973 pourraient à nouveau s'ouvrir et réactiver une mémoire, celle d'une transformation radicale du Chili, une démocratisation réelle du Chili actuel. Je vous remercie en vous souhaitant un bon débat. À très bientôt. Il était absent, il était bien présent. Je vais peut-être commencer avec Raphaël. Est-ce que au Brésil, il y a des spectres qui rôlent, qui ont la population chilienne, qui ont brésilienne? Est-ce que les commissions de la vérité qu'il y a pu y avoir avec Lula et Dilma Rousseff ont eu un effet? Est-ce qu'elles ont été sans effet? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu de la situation du Chili? Je vais répondre, je sollicite Marc d'abord parce que comme le premier. Oui, c'est vrai, parce que les Brésiliennes, elles connaissent bien la réalité de l'intérieur. Ensuite, je parlerai. D'accord. Ce qui est malheureux, c'est que 40% de la population brésilienne sont capables encore de voter Bolsonaro. Quand il y a eu la destitution de Dilma Rousseff, à l'époque, député Bolsonaro a dédié cette séance à l'Assemblée au nom du général, le colonel, qui a torturé Dilma Rousseff. Donc, il dit, en hommage à Ustra, je vote pour la destitution de Dilma Rousseff. Donc, j'ai toujours entendu dire que pas mal de Brésiliens qui se sont bien sortis économiquement au vu aussi de la politique néolibérale de la dictature, et ils sont nostalgiques de cette époque par rapport à l'ordre et au progrès. C'est le signe de notre drapeau, il ne faut pas oublier ça. Donc la dictature, j'ai vécu 64-85. Je me rappelle, j'étais gamine, on voyait
des voitures brûlées, parce qu'on avait des protestations. Pendant mes études universitaires, c'était l'invasion des tanks à l'université de São Paulo, parce que les étudiants voulaient déjà commencer à demander le retour de la démocratie des élections. Donc on avait deux partis politiques qui ne savaient rien, parce qu'ils étaient sous l'ordre des militaires, ALN, LP, MDB, Parti démocratique brésilien. Et donc j'ai vécu tout ça à la peur. Quand on sortait dans la rue, on voyait toujours ces militaires à civils, armés. Donc on ne savait pas si... Voilà, la peur toujours au ventre. Et je vous recommande vivement un film d'animation qui est à l'Utopia en ce moment, qui s'appelle They Shot the Piano Player, qui raconte exactement cette période. Je suis sortie de là bouleversée parce que c'était paf, ça vient vite, cette période de peur. C'était la peur vraiment, surtout quand on a la conscience de ce que c'est la démocratie. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas cette conscience politique, donc ce qu'ils voulaient, c'était bon, voilà, avoir un emploi, pouvoir payer le loyer ou acheter une maison, avoir la voiture. Et je crois que ça passe souvent comme ça dans beaucoup de pays. Et donc, d'imaginer que Bolsonaro a voulu un coup d'État le 8 janvier de l'année dernière. Et la semaine dernière, il a eu donc un entretien avec le juriste qui s'appelle Werber Agra. Et c'est lui qui a réussi à vraiment empêcher Bolsonaro de se présenter pendant les 2 prochaines élections présidentielles. Donc, il y a des gens qui sont à la recherche de cette démocratie, à condamner Bolsonaro par rapport à cette tentative de coup d'État, parce que c'était prouvé, hein, c'était prouvé. Et là aussi, la mort de cette adjointe à la mairie de Rio qui était vraiment vachement assassinée, Marielle. Il y a beaucoup de choses qui sont passées et que Bolsonaro, donc, peut-être qu'il va être condamné par ce tentative de coup d'État, mais c'est comme Trump. Il a toujours des juges de la Cour supérieure électorale. Voilà, parce qu'il a nommé aussi, comme Trump l'a nommé aux États-Unis. Donc, voilà, c'est toujours dans une ligne très, très, très fragile. Et donc, on espère évidemment que pour une fois, la justice sera rendue par rapport à la démocratie. Mais au Brésil, on connaît bien cette expression, on a tendance à dire que tout finit en pizza. C'est-à-dire que rien n'avance, qu'il va rester toujours la même chose. Et je ne sais pas du tout comment va finir le mandat de Lula actuellement, mais pour vous dire que les familles sont bien déchirées pendant ces périodes-là, depuis la destitution de Manuel. Moi-même, j'ai du mal avec une partie de ma famille. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé en Turquie, ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, on ne peut pas échapper de cette réalité-là. Merci. Oui, donc, comme disait Martha, c'est assez curieux de voir que des pays, des populations qui ont connu la dictature revotent pour des candidats qui ont des idées proches de ces dictatures. Donc, le cas s'est vu dans beaucoup de pays. Et on aurait pu citer l'Argentine de Javier Milei. L'Argentine, c'est le pays de Videla, le terrible dictateur qui a été assassiné, qui a tué des milliers de gens. Et là, on revote Videla.
Alors, la question quand même, l'autre question qui me préoccupe, je vous souviens aussi, c'est est-ce que dans les dictatures, il n'y a pas, alors c'est assez étonnant, quelque chose qui, malgré tout, finit par rassurer les gens. Parce que je vois, en Haïti, il y avait une dictature terrible, celle de Duvalier, qui avait fait 26 000 morts dans les prisons. Et il y a des gens qui ont la nostalgie de Duvalier. Ils disent que sous son régime, il n'y avait pas de délinquance. Ils pouvaient sortir la nuit en paix, aller aux boîtes de nuit. Il suffisait de ne pas se mêler de politique. Et beaucoup de gens ont la nostalgie. Donc, c'est ce phénomène-là qui... Je vais te poser la question un peu différemment que la Colombie. Il y a quelque chose en Colombie qui s'est passé qui ressemble un peu à l'affaire de la Constitution au Chili. C'est lorsque Santos, le président Santos a signé les accords de paix avec les FARC à La Havane en 2016. Il a eu l'idée de faire un référendum auquel il n'était absolument pas obligé d'ailleurs, pour demander à la population colombienne si elle était d'accord pour entériner ces accords de paix qui faisaient quand même, qui étaient censés mettre fin à un demi-siècle de guerre intérieure. Eh bien, les Colombiens ont voté non. Et on peut se demander pourquoi. Moi, personnellement, j'ai entendu que justement, et que c'est un thème important de ce processus, les gens, et tu as évoqué ça tout à l'heure, l'idée de la loi des Falcons, les gens estimaient qu'en particulier dans ce texte, si on ne prévoyait pas de punir suffisamment ceux qui avaient commis des massacres, des exactions, etc. C'est terrible pour une partie de la gauche colombienne de subir ces échecs. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des fantômes, des spectres qui rôdent dans cette politique colombienne dont on espère qu'elle va vers la paix, réellement. Oui, effectivement, là, les résultats du référendum n'ont pas été les résultats attendus par le gouvernement qui avait inscrit le référendum dans les accords de paix. Donc, il était contraint de s'y soumettre et il a été pris un peu dans son propre piège. C'est passé à une vraiment très fine majorité de non. Ce qui, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça a été en dehors de la récupération faite par les évangélistes, le milice, etc., il y a eu cette haine des FARC dont en grande partie elles se sont chargées. On a quand même une guérilla qui a commis et sur ça, je pense que c'est très différent, par exemple, ce qui a pu se produire en Salvador avec le FMLN, etc. C'est qu'il y a une guérilla qui s'est beaucoup détournée de la politique et qui a, à partir début des années 90, beaucoup parlé sur le financement via le narcotrafic, multiplier les enlèvements. Bon, eux-mêmes, là, ils nous racontent un peu les FARC, ils le reconnaissent puisqu'ils sont soumis à cette juridiction spéciale à la REP. Procédé, prenez les pages jaunes et allaient au hasard pour enlever les gens. Donc, non, on comprend bien pourquoi les Colombiens ont un peu gros sur la patate. Et ils ont eu du mal à accepter cette idée de remise de peine, plus encore l'idée que tous ces commandants pouvaient se mettre à faire de la politique, siéger au Sénat, être député, voire être élu. Ça a été vraiment dur à avaler. C'est-à-dire qu'une chose, c'est la politique pragmatique, le fait que certainement c'était la seule solution pour parvenir à démobiliser les FARC, et puis l'autre, c'est les souffrances accumulées par les populations et leurs ressentis. Sur ça, moi, je n'ai pas d'opinion, c'est donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est la première fois qu'on va aussi loin. La Colombie a quand même avancé. Moi, je vois quand même un pays, j'ai connu
des années depuis, je vais depuis 1991 la première fois. J'ai connu les pires années quand je travaillais pour les droits de l'homme là-bas, dans les années 90, où on se disait, mais jusqu'où va s'enfoncer ce pays entre la paramilitarisation de la société, le taux d'homicide qui était effrayant, enfin, c'était atroce, vraiment de grande violence. On est quand même sorti de ça, et c'est quand même un pays qui a imaginé des solutions. Voilà, j'ai envie de rebondir là-dessus peut-être pour après. Nous, on a fait j'ai participé il n'y a pas longtemps à un livre qui s'appelle Sortir de la violence, le laboratoire latino-américain. On a un peu parti de cette idée qu'on a souvent l'idée pour l'Amérique latine d'un continent qui accumule les difficultés, les problèmes, qui est finalement qui n'aurait pas grand-chose à enseigner, pas non plus grands espoirs. Moi, je sais pas, je regarde quand même les choses autrement. Alors, comme un peu partout ailleurs, il y a ces zones hybrides en ce moment et ces risques de droitisation, etc. Mais finalement, je sais pas. Ça, c'est pas le propre de l'Amérique latine. Et par rapport à la Colombie, à ce thème de la mémoire et des droits de l'homme, etc., c'est quand même un sous-continent, on a quand même beaucoup avancé grâce en grande partie à la société civile, à ces demandes qui ont été très très fortes. En Argentine, c'est grâce à ça que tout a commencé, que les procès ont pu être réouverts. C'est que jamais les mâles, toutes les associations de droits de l'homme n'ont lâché, n'ont cessé, même pendant les années 90, où on pensait l'agenda était vraiment placé sur d'autres thèmes, à revendiquer ce thème de justice, mémoire, etc. En Colombie, je crois que ça a été quand même pareil, c'est-à-dire qu'on a vraiment des groupes des droits de l'homme qui ont porté ce thème, qui continuent à exiger la vérité, etc. Et puis, le pays qui a continué quand même à avancer et des changements qui ont été quand même petit à petit positifs, c'est-à-dire que on a un gouvernement qui, certes, a utilisé la vie. Bon, on a plusieurs façons, on a essayé de le dire dans le cas, plusieurs façons de sortir de la violence. On a la voie politique, diplomatique, qui n'est pas suffisante. On a mêlé ça en Colombie, ces instruments politiques de négociation avec les acteurs armés. Là. Ils ont sous Uribe, réussi à négocier avec les paramilitaires, alors souvent en employant des méthodes pas très catholiques et qui ménageaient beaucoup d'impunité aux paramilitaires, mais grâce à une pression quand même des groupes des droits de l'homme, l'opinion publique internationale, etc., on a abouti à un système qui a permis quand même au moins d'essayer de juger les principaux chefs, de faire la lumière sur certaines choses. Moi, je travaille sur le procès d'un des paramilitaires, Alain Rousseau, qui a quand même dit beaucoup de choses. Bref, ça pour vous dire que quand est-ce qu'on commence à avancer dans une société, moi j'ai l'impression que quand même, quand il y a une demande de vérité, qu'il y a une mise en récit qui commence à affleurer. Donc, on a pu, grâce aux enquêtes, à ce qu'ont dit les paramilitaires, ce qu'avaient fait déjà les ONG, voir une forme de reconnaissance des crimes. Et moi, par exemple, dans ce process, ce que j'ai trouvé nouveau, c'est le fait que, on connaissait la complicité des paramilitaires et des militaires depuis longtemps, ça a été reconnu, mais il y avait des plans d'informations nouvelles sur les gens des services de renseignement qui avaient collaboré, les entreprises, la paramilitarisation aussi de la société colombienne et combien la société là. Et tout ça a fait aboutir un peu à une conclusion, c'est le fait qu'on ne viendra jamais à bout de ces violences en employant la loi du talion. C'est-à-dire qu'il y a un tel degré il y a un niveau de violence qui est tellement multiple, qui est tellement complexe, il y a tellement de civils qui ont participé, d'acteurs économiques qui ont participé, etc., à ces violences. Daniel Beco, qui est spécialiste de la Colombie, parle de violences généralisées. On ne peut pas procéder je pense, à des procès ou comme ce qu'on est en train de faire en Argentine, on s'imaginerait de juger tous les responsables pour des peines très longues, etc. Donc, qu'ont fait les Colombiens, et c'est pour ça, je pense qu'on a quand même pas mal avancé, ils ont inventé un système qui est un peu à mi-chemin,
cette nouvelle juridiction qui s'appelle la REP, là, sur laquelle je travaille en ce moment, que je trouve très intéressante. Alors, ils prétendent forger un nouveau modèle. C'est l'idée donc on a conçu une juridiction qui est un peu à mi-chemin entre la justice classique pénale et la justice restauratrice. C'est cette idée que on donne une chance aux anciens responsables, aux anciens bourreaux. Alors, c'est une juridiction qui juge à la fois les FARC qui ont commis des enlèvements et des violations du droit international humanitaire, les militaires. Ça, c'est une condition qui a été posée par les FARC. OK, nous, on veut bien se démobiliser, mais on ne veut pas de prison. On veut une justice restauratrice. On veut que les militaires qui n'ont pas tout dit qui passent aussi. Et on veut que les civils qui ont été associés au crime puissent être aussi jugés. Donc, on s'imagine de juger ces trois types de choses. Et ce que fait la Colombie, c'est de dire on ne va pas y arriver si on se met à se charger d'enquêter sur tous les crimes. Le système va être complètement dépassé. On a bien vu avec Justice et Paix pour les paramilitaires, ça n'a pas marché. Et donc, ils procèdent à une priorisation. Contrairement à l'Argentine qui s'imagine de tout juger, à mon avis, c'est difficile, ça ne marche pas forcément. Ils ont sélectionné 11 macro-cas sur lesquels ils sont en train d'enquêter. Alors, on verra ce que ça va donner. Moi, je suis en train d'essayer de travailler sur les 2 premiers cas qui ont déjà bien avancé. Un cas avec les FARC qui porte sur les enlèvements, un cas avec les militaires. Et en fait, c'est une façon de procéder qui varie donc sur des juges d'abord qui sont très empathiques, qui sont absolument pas neutres, sympathisent beaucoup avec les victimes, qui mettent quand même les victimes au centre et qui permettent de manière comme ça progressive, avec beaucoup de... Alors ça demande beaucoup de temps ce système de justice. On a bien vu un film, un beau film là, en France sur la justice restauratrice, je me souviens de vos visages, enfin, trop vous l'ont vu, mais ça demande énormément de temps. Par exemple, toutes les phases préparatoires du cas 03 sur lequel je travaille, les gens ont vu à peu près, ont participé à une quarantaine d'ateliers de préparation avant d'être vraiment mis face à face à leur bourreau le jour du procès. Imaginez en termes de financement, de travail, etc., préalable, ce que ça représente. Donc, ils arrivent à faire ça. Et quel est l'avantage? C'est que on arrive à savoir quand même une dose de vérité qui est importante. Les victimes, je pense, sont en partie réparées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réparation financière, c'est parce que recherche ce type de système, mais réparées par le fait que pour la première fois, les yeux dans les yeux, on leur dit vous n'avez rien à voir, vous n'étiez pas des guérilleros, on vous a abattu à bout portant, c'est pas normal. Le type, là, dans le documentaire sur le Brésil, dit on a perdu les repères, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Et le juge est là pour dire oui, effectivement, monsieur, vous n'étiez pas fou, c'est pas normal, tirer sur un civil, c'est pas normal, il y a des choses qui sont bien, des repères éthiques que cette justice essaie de refonder. Et donc, des institutions qui sont en train d'un peu redonner un sens à qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est des normes, qu'est-ce que c'est juste, ce qui est injuste. Et en même temps, des bourreaux qui, eux aussi, ont une chance, alors, des remises de peine qui passent mal pour une partie de la société colombienne, qui sont peut-être la seule solution. Ces types qui vont, ces militaires, écoper simplement de 5 à 8 ans de prison. Moi, j'ai l'impression quand même qu'ils sont en train de changer. Forcément, au fil des récits, des face-à-face, etc., il y a une forme de changement, de réparation, et puis surtout, il y a un négationnisme qui n'est plus là dans la société colombienne. Moi, je trouve que ça a changé. C'est plus possible de dire en Colombie aujourd'hui, les faux positifs, ça n'a pas existé. L'uribisme est quand même moins fort. Il y a vraiment des choses qui... Donc, voilà, par rapport aux 2 systèmes, 2 manières de sortir de la violence en dehors des processus politiques, ces processus de justice restauratrice, etc., ils paraissent, en tout cas, plus correspondre à la réalité colombienne et plus permettre d'avancer que voilà, une forme de maximalisme. Je suis malheureusement obligée d'interrompre parce qu'il est 6 heures.
Et donc, merci Sophie, merci Raphaël d'être venu. Je vous invite à voir le film tout à l'heure à 20h15 qui s'appelle Tintin et d'un film de Nicolas Rincongi. Voilà. Donc, si tu veux m'intéresser à l'histoire de la télévision.